Salut! Est-ce que ça vous dit qu'on parle des grosses thunes? Évidemment que ça vous dit qu'on parle des grosses thunes, on est là pour ça, mais on ne va pas parler de n'importe quelle grosse thune, on va parler des grosses thunes, des gros riches, parce que dans le dernier podcast Chercheurs de valeur, vous avez le lien sous cette vidéo, nous avons discuté avec Xavier de ce livre, Succession, l'argent, le sang et les larmes, et donc c'est un ouvrage où les journalistes sont allés à la rencontre des plus grandes familles de France, les familles les plus riches, celles qui ont vraiment créé des empires qui brassent des milliards, pour savoir comment se passe la succession. Et souvent, ça se passe pas super bien. En tout cas, on a discuté de tout ça et en voici un extrait. Ça, c'est vraiment l'histoire qui m'a fasciné. Elle m'a fasciné. Bon, déjà parce que c'est ceux qu'on connaît le moins. Pour moi, dans ma tête, j'avais Auchan, j'avais Decathlon, peut-être le Roi Merlin. Si tu me poussais dans mes retranchements, j'aurais peut-être pu le citer. Je me rendais pas compte qu'il y avait Saint-Maclou, Kiabi, Noroto, Boulanger. Enfin, que tu dis, c'est la zone d'activité de la France périphérique. Tu listes tout ça, voilà. Et ça, c'est incroyable parce que déjà, toutes les sagas qui sont présentées dans le livre n'ont pas le même temps, en fait. C'est-à-dire qu'il y en a, on en est à la 2e génération, il y en a d'autres, on en est à la 9e génération. Et là, je ne sais plus si je l'ai noté, oui, les Mulliez, c'est 5 générations. Et ce qui est assez dingue, c'est que donc c'est une famille du Nord, c'est là aussi où on voit ces fameuses familles industrielles de Roubaix, dont Bernard Arnault, etc. Enfin, c'est vraiment, ça a été... c'est un creuset incroyable de fabriques de milliardaires. Et eux, bon, déjà, on le sait bien sur ce podcast, ils ne sont pas cotés en bourse, et je pense que ça fait une différence énorme. Et quand on lit toutes ces 12 sagas, il y a une énorme différence pour moi entre ceux qui sont discrets et ceux qui sont un peu show-off, le côté jet-set, et même sans être jet-set, au moins le côté entre-soi, mais pas l'entre-soi de la famille, entre-soi entre milliardaires. Et c'est là où la famille Mullier, eux, ils ont un entre-soi entre eux. Là où Bolloré, il est copain avec Sarkozy, il était copain de classe avec Bouygues, mais après ils se sont fâchés, etc. On voit qu'ils vivent dans leur monde, et Xavier Niel qui marie la fille de Bernard Arnault, enfin bon voilà. Alors que les Mulliez, ils sont entre eux. Moi, j'ai été scotché quand j'ai lu qu'il y avait 1400 héritiers, que 800 sont regroupés dans l'AFM, qui veut dire l'Association familiale Mullier. Et j'ai trouvé incroyable que pour rejoindre cette association d'actionnaires, en fait, déjà, il faut avoir 20 ans. Il faut passer un stage de 3 jours. Tout à fait. Stage de 3 jours dans lesquels on leur explique comment fonctionne le groupe. Et ça, je trouve ça incroyable, en fait. Il faut vraiment une maturité pour dire, bah voilà, tu es dans une famille qui a un empire commercial. Et même si tu n'es qu'actionnaire, voilà, on t'explique ce que c'est que ce groupe, tu comprends, ils sont en permanence en train de faire des stages de vie ma vie, un peu vie ma vie de vendeur à tel endroit, au conseil d'administration de tel autre, etc. Et comme tu le dis, ils ont un pacte d'actionnaires, en fait, qui fait qu'ils ont interdiction de vendre à l'extérieur de la famille. Donc, il y a une bourse interne tous les ans. Ça aussi, j'ai trouvé incroyable. Bourse interne tous les ans pour se vendre entre cousins, frères, etc. De mémoire, tu dois revendre tes parts si tu dis s'il y a un divorce, etc. Donc, la belle famille, enfin bon, voilà. Donc, vraiment, ça reste là-dedans. Et ce que j'ai trouvé aussi incroyable dans cette famille, c'est que ils ont beau avoir créé, au départ, c'est pas Auchan. Auchan, ça a été le gros truc, mais avant, ils avaient déjà commencé. Et j'ai l'impression que c'est une machine d'entrepreneurs. Même aujourd'hui, ils sont en permanence en train de recréer des trucs, des nouveautés complètement. Et ils expliquent qu'il y a une espèce de communisme. Attends, je reprends mes notes, j'avais mis le mot. De communisme actionnarial. Voilà, c'est-à-dire que tout est mis dans un pot commun. Et donc, si j'ai bien compris, celui qui a créé Noroto ou celui qui a créé Boulanger, tout est mis dans un pot commun et ils ont tous des parts de tout, en fait, de cette... Et je trouve ça, pour moi, c'est un exemple de réussite assez incroyable, sans compter la discrétion. En fait, j'ai l'impression que tout va un peu ensemble. L'énorme côté discrétion, on ne sait pas qui c'est, ils peuvent prendre leur café n'importe où. Le côté... où ils prennent le métro, ils ont la vieille voiture usée avec les sacochons à l'arrière, etc. Je pense que ça paraît bête, mais c'est une grosse raison de leur succès aussi. Je pense de ne pas se faire attirer par ils n'ont pas voulu racheter de médias, ils ne veulent pas que leur nom soit connu du monde entier. Donc je trouve ça vraiment super. Parmi les choses qui m'ont épaté, tous les 7 ans, exercice de vision à 20 ans. J'avais noté ça. Donc c'est super, ils se regroupent entre cousins. Les cousins qui sont volontaires, enfin je dis cousins, mais voilà, famille élargie, ils se regroupent
Et puis ils réfléchissent à l'avenir. Je crois que ça dure 1 an avec des ateliers, etc. Donc moi, ça m'a épaté. Honnêtement, c'est rien que pour ça, je regrette pas d'avoir lu le livre. Bon, il y a plein d'autres choses qui font que je ne le regrette pas, mais pour moi, c'est l'histoire numéro 1. Est-ce que toi, tu avais d'autres familles qui t'ont impressionné ou est-ce que celle-ci, elle sort un peu du lot? Alors absolument, celle-là sort du lot parce que c'est d'une part il y a le côté très secret, donc je les connaissais pas, donc j'ai découvert un univers qui m'a fasciné autant que toi. Et c'est effectivement celle où il y avait beaucoup de conseils pratiques. Et donc je retiens ce que tu dis, exercice de visionnage, parce que il faut que ce qui nous rassemble, c'est au-delà de quelque chose seulement utilitariste, il faut qu'il y ait une vision. Et ça, n'importe quel bouquin de business vous dira ça. Il faut trouver son pourquoi. Et donc c'est très concrètement, eux, ils travaillent là-dessus. Il y a le rejet du bling bling, et il y a également cette dimension. Ce qui compte, ils veulent vraiment faire des entrepreneurs et pas des rentiers. Il y a une volonté de faire ça qui me semble assez saine. Et également, tous les petits, il y a plein de petits slogans tout au long du chapitre du type on est là pour servir, pas pour se servir. On a une famille de sang, il faut qu'on crée une famille de sens. Donc tout un tas de choses qui sont, on sent qu'il y a une philosophie derrière qui est très intéressante. J'ai beaucoup aimé aussi l'anecdote, et ça j'ai envie de la lire. Ils s'organisent des séminaires au sein de leur famille pour réfléchir au sens, etc. Et donc ils avaient recruté André Comte-Sponville pour leur faire des séminaires. Et André Comte-Sponville disait mais les gars, vous êtes un petit peu cheap, je vous donne des séminaires et vous êtes sur vos fauteuils Auchan, enfin vos chaises en plastique Auchan, etc. Et puis un peu plus tard, André Comte-Sponville demande une petite augmentation parce que ça fait 4 ans qu'il fait le séminaire, etc. Et on lui dit merci beaucoup, très cher philosophe, et il est plus jamais rappelé. Donc le côté, enfin ouais, vraiment le fait de pas dilapider l'argent, cette espèce de volonté de faire travailler l'argent, c'est ouais quelque chose qui me semble très intéressant. Est-ce qu'il y a des leçons que tu retires en tant que papa de la lecture de cet ouvrage? Pour moi, c'est vraiment de laisser libre. Alors heureusement, moi, je suis pas du tout dans ce cadre-là. Je vais laisser un patrimoine à ma fille, mais c'est tout. Ce que je retiens, c'est de laisser libre, en fait. Vraiment, c'est pas parce qu'on a une passion dans un domaine qu'il faut les obliger à reprendre ça. Et je pense sincèrement que si je possédais quelque chose à transmettre qui ne soit pas que de l'argent, hein, mais si elle veut mais je peux prendre peut-être l'exemple à mon niveau. Donc moi, j'ai un petit domaine avec pas mal de logements. Si ma fille veut le reprendre pour s'occuper, gérer la partie immobilière, etc., elle le fait. Mais après, si c'est à son tour de gérer et qu'elle veut tout vendre pour faire autre chose, je n'ai personnellement aucun problème avec ça. Mais je peux comprendre que quelqu'un qui a créé une entreprise de zéro, je peux comprendre que ce soit son bébé et que son bébé, on ne le laisse pas à n'importe qui. Mais je trouve que le fardeau de programmer son enfant, voire même d'organiser une espèce de petite compétition interne, je crois qu'il parle de darwinisme à un moment pour Jérôme Sédou, et puis de laisser cette incertitude, tu l'auras pas, tu veux plus. Mais en fait, je trouve ça hyper malsain. Donc moi, si je dois retenir quelque chose, c'est que je différencie le patrimoine à donner. Et ça, c'est aussi une question de philosophie. Est-ce que tu veux donner ton patrimoine, tout partie, sous condition, pas sous condition? Ça, c'est très personnel. Hein. Mais au final, je parlais tout à l'heure de patrimoine à donner, de pouvoir. Moi, j'ai pas de pouvoir à donner, donc moi, le problème, il disparaît. Et puis, tu as l'éducation. Et c'est là où tu te dis, finalement, la plus grosse chose à transmettre, c'est l'éducation. C'est en faire quelqu'un d'autonome, etc. C'est ça la vraie transmission. Et c'est là où tu vois des drames dans ces histoires. C'est qu'ils ont tout, ils ont l'argent, ils ont peut-être un poste de PDG ou peu importe. Mais si, pour reprendre l'exemple d'Arnaud Lagardère, si tu as été élevé en allant faire des fêtes et en buvant des bouteilles de champagne dans des clubs VIP, ça marche pas en fait. Ça marche pas. Tu vas juste boire du champagne sur des plages toute ta vie, ce qui est pas le pire qui puisse arriver à un être humain, mais il manque quelque chose quand même. Et toi, qu'est-ce que tu as retenu pour tes enfants? Je compléterais ce que tu as dit, c'est que en fait, c'est effectivement une question d'éducation, mais c'est une question d'attention. Pour moi, c'est ça le facteur clé, c'est qu'on est quand même sur des types de familles qui sont très spécifiques, qui ont en commun que le chef d'entreprise, il est complètement mangé par son boulot.
Donc après, évidemment, il peut mettre les moyens qu'il veut pour essayer de rattraper le truc, de donner une bonne éducation, de faire genre, tu vas t'asseoir sur mes genoux pendant le conseil d'administration, j'ai 7 minutes à t'accorder par jour, etc. Ça ne remplace pas le fait d'accorder du temps et de passer du temps. Et c'est là que je pense, là où l'essentiel de la transmission se passe. Pour donner des exemples, moi, mes parents me traînaient au musée quand j'étais petit, le samedi matin ou le dimanche matin, et ça me saoulait. J'avais pas envie d'aller avec eux à Orsay, j'avais pas envie d'aller avec eux au Louvre, etc. Et après, ça revient. En fait, une fois qu'on a passé l'enfance où on comprend pas très bien ce qu'on nous veut, une fois qu'on a passé l'adolescence où on a envie, je sais pas, de se friter avec ses parents et d'être un punk, tout ce que les parents ont fait enfin voilà, pour nous transmettre quelque chose, ça revient. Et en fait, c'est que ça reste en nous. Donc moi, c'est vraiment ça que je retiens, c'est que ouais, avoir une réussite absolument extraordinaire, ça suppose de faire plein de concessions. La plupart de ces concessions, elles se font sur le temps qui est passé avec la famille, et c'est pour ça que ces histoires sont si rocambolesques, c'est parce Mhm. que c'est très difficile de vouloir transmettre plus qu'un patrimoine quand on n'a pas passé suffisamment de temps avec ceux à qui on veut le transmettre. Mhm. Et ce qui est incroyable, c'est que tous ces fondateurs ou héritiers, la transmission, c'est quelque chose auquel ils doivent penser forcément très, 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 très souvent. Et pourtant, il y a une inaction énorme. Pas Mhm. partout, hein, mais il y en a certains où il leur faut un électrochoc pour réaliser. Alors, l'anecdote sympa, c'est quand il parle de Martin Bouygues, dont la mort a été annoncée par Par erreur, erreur, ouais, c'est drôle. parce que le maire de là où il est, donc il y a, je sais plus, un journaliste de l'AFP ou je sais plus qui appelle la mairie de là où il est censé être décédé, et le maire lui dit oui, monsieur Martin est décédé, mais monsieur Martin, pas Martin, oui. Et donc pendant une demi-heure, il y a eu cette fausse nouvelle qui a paniqué les gens, etc. Il se trouve que c'était un week-end, donc ça n'a pas eu d'impact sur le cours de bourse ou autre, mais forcément, ça a fait dire à Martin Bouygues, je ne suis pas préparé, le groupe n'est pas préparé, il faut peut-être faire quelque chose. Et c'est fou de se dire que la plupart d'entre eux, ils sont conscients, je pense, mais ils se préparent pas. C'est trop dur pour eux de lâcher le bébé. Alors, pour ma part, ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants, c'est évidemment des valeurs, c'est évidemment tout un tas de choses qui relèvent de la culture, qui relèvent de la manière dont on doit se comporter avec les autres, avec soi-même, et surtout, j'ai envie de passer beaucoup de temps avec eux. Mais quand même, je pense à la dimension thune pour mes enfants, et donc une habitude que j'ai commencé à prendre, c'est qu'une fois par semaine, je vais acheter une part de l'ETF iShares du SP500, et l'objectif, c'est que quand mes enfants seront adolescents, je pourrai utiliser les dividendes que je perçois pour pouvoir leur donner de l'argent de poche, et surtout pour leur expliquer d'où vient cet argent, qu'ils comprennent comment fonctionne la finance, et ensuite, quand ils seront majeurs, eh bien, je vendrai les parts de cet ETF, et je leur donnerai à chacun un capital qui leur permettra de commencer à se constituer leur propre portefeuille. Et donc je considère qu'avec ça, pour le côté finance, ils seront bien protégés. Et ce qui est bien, c'est que ça va pas me coûter beaucoup, c'est vraiment des petites sommes, mais à l'échelle de 10 ans, ça fera quand même quelque chose de très intéressant. Je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite dès que vous créditez votre compte. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que voilà, nous avons programmé le live de ce soir, donc votre toute nouvelle émission Balance ton ETF. Donc vous le voyez, votre nouveau rendez-vous indispensable pour parler finance, thune, business, thune, entrepreneuriat, thune, investissement, thune. Ce soir, on parle des options. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est une mauvaise idée? Et on va également se faire un petit kiff puisqu'on va regarder les déclarations de patrimoine de nos ministres. Xavier Delmas a déjà fait une vidéo sur le sujet et j'ai envie d'en faire de même parce que je trouve ça quand même très intéressant comme sujet. Et il y a des choses assez surprenantes dans ces déclarations, donc on va regarder tout ça ensemble. En attendant, pour passer le temps, vous avez sous cette vidéo le lien vers notre podcast Chercheurs de valeur. Profitez-en bien, voilà, c'est de l'excellent contenu pour vous. À très vite.